9h05, je pense qu'on va commencer ce troisième petit déjeuner des solutions fondées sur la nature. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, ces petits déjeuners ont pour objectif de balayer les grands enjeux liés aux solutions fondées sur la nature, en partageant des éléments de réflexion, des outils et méthodes et des exemples concrets de projets de solutions fondées sur la nature. Ces petits déjeuners sont organisés dans le cadre du projet européen Nature for Cities, qui a pour objectif de créer une plateforme avec des outils de connaissance et d'évaluation autour des solutions fondées sur la nature. Lors du premier petit déjeuner, nous sommes revenus sur le concept même de solutions fondées sur la nature. Puis, lors du deuxième petit déjeuner, nous avons expliqué l'intérêt de faire un diagnostic et d'évaluer son projet pour mettre la bonne solution fondée sur la nature au bon endroit. Je vous partagerai à la fin de cette introduction les liens vers les replays dans le chat si jamais vous n'avez pas vu ces petits déjeuners et que ces sujets vous intéressent. Lors du dernier petit déjeuner, nous nous étions plutôt concentrés sur les impacts et les bénéfices environnementaux des solutions fondées sur la nature et nous avons souhaité aujourd'hui nous concentrer sur les aspects sociaux et décisionnels liés au projet de solutions fondées sur la nature. En effet, la planification et la mise en place des solutions fondées sur la nature font appel à une approche pluridisciplinaire complexe du fait des contextes culturels et sociaux dans lesquels elles interviennent. Donc, aujourd'hui, nous avions envie de nous poser ensemble les questions suivantes. Pourquoi est-ce important d'impliquer toutes les parties prenantes dans l'aventure des solutions fondées sur la nature? Comment les convaincre de prendre part à la transition écologique? En quoi de nouveaux modèles de gouvernance partagés peuvent être des leviers pour des projets de solutions fondées sur la nature en milieu urbain efficaces et acceptés? Et comment mettre en place des modèles organisationnels innovants propices à l'implantation de solutions fondées sur la nature? Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marion Daniel de Plantécité, qui, comme à chaque petit déjeuner, vous proposera une petite mise en bouche en vous présentant les grands enjeux liés à cette question de l'évolution des mentalités, de l'intégration de toutes les parties prenantes et de l'acceptabilité sociale des projets de solutions fondées sur la nature. Puis nous aurons deux témoignages de projets qui ont mis cette question au cœur de leur démarche. Nous accueillerons d'abord Béatrice Pipard, chargée de mission au Parc naturel urbain de Strasbourg, qui nous présentera la démarche du PNU, donc du Parc naturel urbain, qui vise à renouer le lien entre les habitants et la nature en ville. Elle nous expliquera comment cette démarche a permis d'embarquer une grande variété d'acteurs autour de la nature en ville et comment elle s'est développée en lien avec la planification via le plan local d'urbanisme. Puis nous écouterons Frédéric Ségur, responsable ingénierie et prospective patrimoine végétal de la métropole de Lyon, qui nous présentera les enjeux de gouvernance et les méthodes mises en place autour du plan canopé de la métropole. Ce plan vise à croiser les enjeux de la charte de l'arbre avec le plan climat. Mais sans attendre, Marion, je te laisse introduire le sujet pour nos participants du cours. Merci Mathilde. Bienvenue à tout le monde. Donc, juste pour vous rappeler, les SFN, ce sont des stratégies, des actions ou des projets physiques qui peuvent prendre place à des échelles variées, qui apportent des bénéfices au regard de plusieurs enjeux urbains comme l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, la santé, le bien-être, etc. Et donc, les SFN s'appuient sur la restauration des écosystèmes et des services écosystémiques qu'ils rendent et elles permettent d'innover en matière d'aménagement pour rendre la ville plus résiliente au changement. Mais si ces enjeux ils sont de mieux en mieux perçus par les différents acteurs de la ville, la mise en place de réponses adaptées, elle reste complexe, comme le disait Mathilde, du fait des contextes sociaux et culturels dans lesquels elles vont intervenir. Et donc, force est de constater que les attentes, les pratiques, les représentations, elles peuvent diverger d'un acteur à l'autre sur l'évolution de la ville, ce qui peut freiner l'introduction des SFN. Par exemple, les habitants d'un quartier peuvent être très attachés à un espace dans lequel un projet de SFN est planifié. Et donc, outre la composante environnementale, la mise en place des SFN, elle doit pleinement prendre en compte une composante sociale pour susciter la prise de conscience et l'adhésion à des solutions nouvelles comme les SFN. Donc ainsi, les SFN, au-delà de la recherche de solutions techniques innovantes, leur planification, elle nécessite aussi de développer des nouveaux outils de gouvernance, de repenser l'organisation des politiques urbaines à travers un travail de collaboration qui soit pluridisciplinaire et socialement plus inclusif. Donc, un premier levier pour ces enjeux de gouvernance et ces enjeux sociaux, c'est de soulever les barrières institutionnelles au sein des porteurs de projets. Effectivement, collectivités ou maîtres d'ouvrage privés sont le plus souvent des initiateurs de nouveaux projets d'aménagement pour répondre aux besoins de développement des villes. Et or, l'organisation traditionnelle des systèmes institutionnels ou l'organisation souvent en silo des services qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble, ça peut freiner le développement des SFN puisque, on l'a vu, les SFN, elles nécessitent une approche croisée entre les enjeux de développement urbain et des enjeux environnementaux comme le changement climatique. Et donc, un premier levier pour faire basculer les pratiques, c'est de décloisonner le travail de ces services.
Et l'implication des services gestionnaires aussi, dès la planification, elle va être très importante puisqu'ils ont une vraie connaissance du terrain, des contraintes locales et qui seront aussi garants du maintien des fonctions des SFN une fois mises en place. Bien sûr, les élus et les décideurs vont aussi jouer un rôle primordial puisqu'ils vont orienter les prises de décision, que de leur adhésion au projet et à la démarche dépendra leur portage politique auprès des services et de leurs administrés. Donc, pour convaincre, la force des SFN, elle peut justement résider dans son approche multi-enjeux, multi-bénéfices, qui va croiser le climat, la biodiversité, la santé, etc., qui va donc pouvoir mobiliser des élus ou des services qui ne se sentaient pas forcément concernés au départ, et ainsi permettre de développer une vision partagée autour de l'aménagement durable. Dans le cadre de la révision de son plan de gestion écologique, par exemple, la ville d'Angers, elle a formé l'ensemble de ses agents, les gestionnaires, mais aussi les concepteurs et les pilotes d'opération pour compléter leurs connaissances, par exemple botaniques, écologiques, des sols, ce qui a permis une remise à niveau, mais aussi une émulation collective. Donc finalement, l'objectif, c'est de mieux impliquer les différents services et les élus en transversalité pour concevoir des SFN qui sont à l'interface entre des questions d'aménagement et des questions scientifiques pointues. Il est d'ailleurs souvent nécessaire de s'entourer de compétences extérieures pour compléter les compétences internes dans différents domaines comme écologie, climat, sol, santé par exemple, mais aussi communication, économie, etc. Par exemple, au Danemark, le projet Nakadia Therapy Garden, il a fait appel à une équipe constituée de paysagistes, de médecins, de psychologues et de thérapeutes qui étaient spécialisés dans des thérapies fondées sur la nature. Un deuxième levier, ça va être d'augmenter la co-création et la participation. Une autre compétence à prendre en compte dans les projets, c'est celle de l'usager. Habitants, associations, entreprises, ils ont une expérience des lieux qu'ils vont pratiquer au quotidien. Et donc, il est essentiel d'identifier les acteurs et les réseaux locaux existants et de les inclure dans les réflexions de planification. Les pratiques et les usages d'un espace, elles vont constituer un type de savoir à part entière, à tel point qu'aujourd'hui, on parle très souvent de maîtrise d'usage. Et donc, l'implication des usagers, ce n'est pas juste une étape, mais c'est bien un aspect qui va être transversal à la planification des SFN en milieu urbain. J'ai pris l'exemple du projet du Parc des Hauteurs, qui est assez inspirant, puisque c'est un vaste projet de parc à cheval sur plusieurs départements près de Paris, qui a utilisé un outil de gouvernance participative appelé le Labo, qui a permis d'intégrer les usages comme une donnée d'entrée dans la démarche de programmation collaborative. D'ailleurs, l'implication des usagers dans les projets de SFN, elle fait d'autant plus sens que les SFN, elles sont mises en place en milieu urbain pour le bien-être des humains qui y vivent en grande partie, puisqu'elles doivent rendre des services notamment à l'amélioration de la qualité de l'air, régulation des températures, etc. Et donc, la distribution des bénéfices liés au SFN, elle doit être répartie le plus équitablement possible sur un territoire donné. Par exemple, à Aubervilliers, le projet Lisière d'une tierce forêt, qui est un projet qu'on a présenté au dernier petit déjeuner SFN, c'était un projet de désimperméabilisation d'un parking pour réduire des effets d'îlots de chaleur urbains. Il a été réalisé dans une zone où l'accès aux espaces verts, il était auparavant seulement de 2,5 mètres carrés par habitant. Et donc, pour respecter cette notion d'équité, il faut aller chercher les citoyens là où ils sont et interroger tout le monde. Donc, il y a par exemple des outils participatifs numériques en ligne, comme l'interface Citizen Say de la plateforme Nature for Cities, qui permettent de communiquer et de collaborer avec les citoyens, mais aussi de favoriser leur montée en compétences, par exemple. Et ces outils numériques seront à compléter avec d'autres outils pour consulter tout le monde. Donc, le fait de permettre aux acteurs locaux d'avoir une influence sur la définition du problème et des solutions, via la co-création, la concertation, la participation, ça peut transformer des perceptions qui étaient au départ négatives vis-à-vis des SFN et donc valider, in fine, la légitimité des SFN. Donc, bref, un projet de SFN, il doit pleinement prendre en compte les usages et s'assurer que les scénarios envisagés vont maximiser une répartition équitable des impacts sociaux positifs. Donc, ça peut se faire via un travail d'évaluation. Sur le site Nature for Cities, vous pouvez avoir accès aux travaux du consortium sur l'évaluation sociale qui a mis en place des méthodes notamment pour appréhender la cohésion sociale, la distribution des enjeux, l'acceptabilité, les pratiques durables, etc. Ensuite, un troisième levier important pour ce travail de gouvernance, c'est la coordination et l'animation de la collaboration entre les acteurs. Parce qu'effectivement, cette démarche de gouvernance partagée, elle fait appel à des temps de collaboration complexes, multi-acteurs, et elle ne peut pas vivre toute seule. Donc, pour les porteurs d'un projet, il est important de pouvoir se faire accompagner à l'aide d'une personne tierce qui va pouvoir créer et maintenir le lien entre les différentes parties prenantes par un travail de coordination, d'animation. Ça peut être soit au sein de la collectivité dans un service dédié, soit via une prestation d'AMO par exemple. C'est notamment avec l'exemple du PNU de Strasbourg qu'on va voir pour lequel il y a une mission dédiée et un lieu d'accueil du public, la maison du PNU.
Ce lien à créer peut se fonder sur l'utilisation d'un fil conducteur, d'un storytelling qui peut être fait à partir de l'identification des motivations des participants, par exemple environnement, cohésion sociale, santé, esthétique ou autre. Et donc, en choisissant l'élément qui sera mobilisateur entre plusieurs acteurs et qui pourra peut-être permettre de dépasser les clivages. Et cette animation, enfin, elle devra s'inscrire dans un temps long. Il y a une lenteur nécessaire dans cette démarche qui va aussi servir à instaurer la confiance. Donc finalement, dans chaque projet, l'une des premières étapes, c'est de choisir son modèle de gouvernance. Donc tout d'abord de cartographier les acteurs à associer au projet dans les sphères publiques, privées et civiles, et ensuite d'organiser la collaboration en définissant bien auprès de toutes les parties prenantes quel va être leur rôle, quelle va être leur implication dans le projet et quelles vont être aussi ses limites. Donc les questions à se poser au départ, elles peuvent être qui est à l'initiative de la demande, qui est affecté par les grands enjeux auxquels on veut répondre avec la SFN, qui d'autre pourrait contribuer au projet ou au contraire le freiner, quel niveau de participation, de décision on va donner à chaque acteur, etc. Donc, par exemple, le plan canopé du Grand Lyon que va vous présenter Frédéric, il illustre bien à quel point ces questions elles sont fondamentales et complexes puisque près de 70% de la canopée métropolitaine, elle appartient à des acteurs privés. De même, aux Pays-Bas, il y a le projet Operatis Tinbrick qui a visé à promouvoir la désimperméabilisation des jardins. Au départ du projet, on a fait le constat que l'enjeu de la gestion des eaux pluviales, c'est une problématique aussi bien publique que privée, puisqu'on imperméabilise les sols aussi bien pour le développement d'infrastructures publiques que dans les jardins où c'était une pratique qui était en train de s'accroître. Donc ces deux exemples qui montrent qu'il faut bien identifier clairement dans les mains de quels acteurs va tenir la solution à un enjeu donné, et ici en grande partie privé finalement. Donc, dans tous les cas, les analyses menées par Nature for Cities, elles confirment qu'une gouvernance élargie et une démarche qui soit la plus inclusive possible vont assurer au projet une longévité plus sûre. Et donc, pour vous aider dans ce travail de recherche des acteurs et du rôle de chacun, la plateforme Nature for Cities, elle propose plusieurs outils. Il y a d'abord, pour prendre en main les modes de gouvernance adaptés au SFN, une base de données qui a été créée, une base de données de modèles de mise en place de SFN et un handbook, un guide qui référence des projets de SFN portés par des acteurs publics, privés ou en co-création. Et vous aurez aussi accès à un outil de présélection de votre propre modèle qui va pouvoir vous orienter en vous aidant à vous poser les bonnes questions. Il y aura aussi enfin un step-by-step guide, un guide qui vous orientera dans les grandes étapes, les étapes essentielles d'un projet de gouvernance en co-création pour des SFN, par exemple de la définition de la stratégie à la communication avec les parties prenantes du projet. Donc pour conclure, la planification des SFN, c'est un travail collectif de collaboration dans lequel on va retrouver les scientifiques, les experts, les praticiens, les décideurs, les citoyens et d'autres acteurs locaux qui vont chacun apporter leurs propres connaissances. Donc, d'une certaine manière, on part à la fois d'une approche descendante avec la vision politique de la ville et d'une approche ascendante qui engage les citoyens et d'autres acteurs dans un processus de co-création. Donc, cette rencontre entre différents acteurs, elle peut permettre à chacun de porter un nouveau regard sur un espace qu'il percevait dans un quotidien donné, que ce soit celui de l'usager, celui du technicien, du gestionnaire, du politique, etc. Et donc, cette création d'une vision partagée peut permettre de trouver plus facilement des compromis entre les attentes de chacun. Et enfin, d'un projet à l'autre ou d'un site à l'autre, les méthodes de collaboration, elles devront être adaptées sur mesure et non pas chercher à calquer des modèles préconçus. Ce travail sur les acteurs et sur l'impact social des SFN, il est donc à prévoir sur mesure et c'est un véritable levier pour réaliser des projets à la fois plus efficaces et acceptés, que ce soit pour permettre in fine d'intégrer des prescriptions dans des documents de planification, pour adapter des pratiques de gestion ou pour la réalisation de nouveaux projets sur des sites donnés. C'est ce qu'on va voir avec les témoignages du Grand Lyon et de la ville de Strasbourg, avec le plan canopé qui vise à développer une stratégie multi-acteurs autour de l'arbre. Et puis le parc naturel urbain, qui est un outil de gouvernance innovant qui a permis, in fine, d'intégrer des prescriptions dans des documents de planification, mais aussi de réaliser des projets avec les habitants. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être avec vous, de vous partager cette expérience. Peut-être certains d'entre vous ont déjà pu croiser le parc naturel urbain de Strasbourg. Je voudrais aujourd'hui, à partir de l'exposé qu'on vient d'entendre, revenir sur cette expérience en disant que pour nous, le parc naturel urbain est vraiment plus qu'une procédure, c'est une dynamique de territoire qui est menée à partir du patrimoine à la fois naturel et urbain du territoire et à partir des acteurs.
Donc, la nature est une chose, mais elle est le fruit d'une histoire, donc l'histoire de la nature, la géologie, et puis l'urbain et l'histoire du quartier, notamment à Strasbourg, on a une histoire de plus de 2000 ans, et on a commencé dans un quartier où on a des vestiges romains, etc. Donc c'est important que le patrimoine soit vu dans sa globalité, parce que les habitants, les acteurs du coin ne s'intéressent pas que à la nature, ils s'intéressent aussi à l'urbain, à leur lieu de vie, et ils ont besoin d'une vision globale sur le développement de leur... et c'est ça qui va leur permettre de s'approprier leur quartier de manière plus approfondie et du coup de le respecter plus. Donc les mots de base pour le PNU, ça va être l'appropriation. On va chercher, ce qui me guide, c'est chercher l'appropriation des acteurs, c'est-à-dire j'appelle plus les gens des quartiers, des usagers, mais des acteurs, des gens capables d'agir. C'est la co-construction, c'est la méthode qu'on va utiliser pour travailler ensemble, c'est l'expérimentation parce qu'on va développer des expériences apprenantes et on va se positionner également dans la durée pour développer une capacité d'agir multipliée par le nombre d'acteurs qui seront engagés dans la démarche. Voilà un petit peu en très résumé le PNU. Vous voyez sur cette nouvelle diapo, je ne sais pas si vous la visualisez, le contour de la ville de Strasbourg avec les deux secteurs de Strasbourg qui sont en parc naturel urbain, le secteur Île-Bruche au sud-ouest et le secteur Île-Rhin au nord. Donc la démarche s'inspire volontairement des parcs naturels régionaux. Il n'y a aucune règle à ça. Les PNR sont réglementés, mais pas le PNU. Donc on peut le faire un peu comme on veut. On a inventé un processus. J'ai déjà parlé du patrimoine à la fois naturel et urbain. Et je voudrais insister sur la question d'inversion du regard, puisque quand on fabrique la ville, on est très souvent sur l'urbanisation, sur l'urbain. Et là, on retourne son regard en regardant d'abord les espaces ouverts qui restent entre les espaces urbanisés. Donc tout ce qui est, par exemple, zones inondables, qui n'ont parfois pas beaucoup de statut. Ensuite, l'autre démarche, c'est connaître les valeurs du territoire et les reconnaître, parce qu'en fait, on peut connaître son quartier sans le connaître et on peut s'apercevoir qu'on ne le connaît pas si bien que ça. Donc c'était l'idée, comment faire pour que les gens ne partent pas habillés en tête sur ce qu'ils savent. Le savoir les choses, c'est enfermant. L'important, c'est de découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est un chemin qu'on ouvre en croisant les regards et en vivant une expérience ensemble. Sur cette carte cette carte satellite un peu plus proche du réel, on voit ces deux mêmes secteurs au sud-ouest, vous voyez, qui sont un peu plus verts dans la ville. Donc, on voit que ce sont des endroits où il y a déjà de la nature, à la fois côté Île-Bruche et puis côté Île-Nord. Et l'idée, c'est de renforcer comme des pôles forts de l'agglomération cette présence. J'ai superposé là un graphique qui présente l'urbain en rouge et en blanc les espaces ouverts. Il y a beaucoup de zones inondables dans ce secteur-là. Et ici, vous avez en opposition, on est parti des espaces ouverts pour réinterroger la ville. Un autre point qui est important à Strasbourg, sur le petit graphe à droite, c'est pour illustrer l'aspect archipel de Strasbourg, qui est assez favorable à des solutions fondées sur la nature, puisqu'on a une trame verte et une trame bleue qui sont très très importantes. Et le troisième point, c'est vivre la nature, non pas sur une frontière avec l'urbain, mais comme un échange de services qui permet à l'urbain de rentrer dans la nature et à la nature de rentrer dans l'urbain. Ce qui fait que la zone la plus riche, c'est un peu comme en biologie, on a étendu la zone de confrontation entre la nature et l'urbain, et du coup, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour
pour plein d'usages pour le pays, pour le bien-être des personnes dans ces secteurs-là. Donc ce qu'on cherche, voilà, c'est et c'est pour ça qu'on ne sépare pas l'urbain de la nature, c'est pour chercher à mélanger et à enrichir la ville. Voilà. Sinon, au niveau, si je reviens là-dessus, voilà. Au niveau de la trame verte et bleue, donc on a toute une démarche de trame verte et bleue, mais je ne vais pas en parler plus que ça. On se situe dans ces zones-là, à l'intersection entre la trame qui descend de la Bruche, donc des Vosges, et qui va vers le Rhin, dans Strasbourg, le long des canaux. Donc ici, on a le PNU Île-Bruche qui correspond à ce secteur. Et puis, on est aussi à l'intersection entre l'île qui va traverser Strasbourg et puis le Rhin ici. Donc, on est dans une autre zone entourée de rivières. Et si ces deux parcs naturels urbains portent des noms de rivières, c'est pour ancrer ces territoires dans leur géologie, dans leur identité propre de terre, de sol. Voilà, je reviens. Donc, comment est-ce qu'on a démarré cette approche? C'est avec trois types de personnes, les partenaires volontaires, les élus et les agents. Et c'est une démarche où il n'y a pas de personnes qui ont le savoir plus que d'autres. On va se nourrir les uns des autres. Donc, ça change un petit peu le système pyramidal où on voudrait que ce soit les élus qui décident de tout. Les partenaires volontaires qui sont les partenaires ou les usagers, les habitants qu'on va consulter de temps en temps, et les agents qui vont exécuter les volontés des uns et des autres. En fait, ici, on est vraiment dans un système où chacun peut nourrir la réflexion pour co-construire le PNU. Au niveau des partenaires volontaires, qui sont des partenaires des quartiers, on a l'association PNU qui a joué un grand rôle de lobbying pour ce parc naturel urbain. Des associations locales, d'agglomération ou régionales. Il faut savoir qu'en Alsace, on a quand même un tissu associatif très très riche, donc on peut s'appuyer vraiment dessus. Et on a une quarantaine d'associations aussi aujourd'hui qui sont adossées au parc naturel urbain. On n'a pas que des associations, on a aussi invité des habitants, des jardiniers, ce que j'appellerais des visiteurs, c'est-à-dire des gens qui n'habitent pas ces quartiers, mais qui y viennent pour travailler ou parce qu'ils y sont nés ou des choses comme ça. Et donc, on a pu, au démarrage de la démarche, par exemple, fonctionner avec un courrier dans toutes les boîtes pour être sûr d'avoir balayé tout le monde. Ensuite, on a des acteurs d'éducation qui se sont mobilisés, et éducation populaire ou éducation nationale, des professionnels et des institutionnels. Donc, au niveau des élus, on a le maire de Strasbourg qui a donné son feu vert, les adjoints et référents de quartier qui ont parfois eu un peu du mal à démarrer sur une nouvelle manière de gouverner leur quartier, mais certains se sont pris au jeu, et des élus thématiques qui portaient la démarche, donc l'élu en charge du PNU notamment, ou en charge des espaces verts par exemple. Les agents, donc un référent, moi je suis seule en charge du parc naturel urbain à la ville de Strasbourg. J'ai pu travailler avec l'aide d'un prestataire animateur au démarrage, et puis on a monté une équipe projet permanente par territoire avec ce qu'on appelle chez nous les directions de territoire. Et par projet mené, on a ensuite une équipe avec des gens qui font soit de la gestion, soit de l'aménagement. Voilà un petit peu pour les acteurs du PNU. Et sinon, vous avez en dessous le projet initial de parc naturel urbain. Le premier, on l'a monté en 2 ans, et le deuxième secteur, on l'a monté en un peu plus de 3 ans. Donc, vous avez là les différentes phases qu'on a pu traverser, la phase d'immersion et de diagnostic du territoire. Mais c'est toujours un diagnostic orienté présentation pour les personnes, pour les habitants. On ne fait pas un diagnostic seulement technique, mais on partage le diagnostic. On le fabrique ensemble. On construit un livre blanc qui a été présenté aux élus par les habitants et les acteurs qui étaient présents à la démarche. Là, c'est très important que ce ne soit pas un diagnostic fabriqué en chambre par les agents, mais bien un diagnostic porté par les acteurs. Ensuite, les agents de la ville traduisent ça en projet de territoire,
puisqu'il faut confronter ça aux différentes politiques de la ville, et reviennent vers le groupe de participants avec un projet de territoire partagé. Ensuite, on a une charte, on a travaillé sur une charte d'engagement pluriannuelle et on engage la signature de la charte par différents acteurs du PNU. Donc c'est une démarche assez longue dans le temps, mais qui permet de partager une vision de territoire et une expérience ensemble et qui construit de ce fait un espèce de club de volontaires pour faire évoluer son territoire, sur lequel les élus et les agents et vont pouvoir s'appuyer pour avancer. Ensemble, on va continuer à travailler. Voilà des exemples, par exemple, de phases d'immersion. Bon, aller sur l'eau, voilà, c'était vraiment très important pour voir à quel point on peut changer de regard. On peut sortir par tous les temps, on peut aller voir des terrains, explorer ensemble, mobiliser des agents de la ville pour faire des visites et découvrir des nouveaux aménagements aussi dans la ville pour comprendre comment on intègre les différentes composantes de l'environnement aujourd'hui dans les nouveaux projets. Ici, je vous ai remis les deux lignes du temps par rapport au PNU Île-Bruche en bas et au PNU Île-Rhin en haut. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes dates. On a commencé plutôt sur le PNU Île-Bruche et on a fait en 2 ans entre le diagnostic partagé, le livre blanc et la charte. Ensuite, on a engagé le programme d'action, on a passé une phase d'évaluation et on a travaillé un nouveau programme d'action pour rebasculer sur une deuxième charte 2019-2023. Et sur le PNU Île-Rhin, on a commencé seulement en 2015, donc en parallèle, et on a pris plus de temps parce que c'est plus grand et que j'étais déjà à gérer le PNU Île-Bruche, j'ai pas pu aller plus vite. Donc diagnostic thématique, balade redécouverte, livre blanc, croisement avec les politiques publiques. Ensuite, entre janvier 2018 et juin 2018, et en juin 2018, on a abouti à un programme d'action qu'on a présenté en réunion publique. Donc, grosso modo, on a des réunions publiques au début et à la fin, ensuite un travail en atelier, et on aboutit à une charte qu'on passe en délibération et qui est signée à un moment festif un peu plus tard. Voilà. Donc le fait de co-construire le projet permet là je vois pas, permet de le partager, de le porter plus largement entre tous les acteurs. Ça guide et ça facilite la prise en main des opportunités qui se présentent. Donc c'est, par exemple, maintenant avec le PNU, avec la réflexion PNU, on a pu très récemment réagir très rapidement à une préemption sur ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner. Tous les acteurs en interne au niveau de la ville étaient prêts. La culture, je dirais, de partager, c'est pas que avec les habitants, mais c'est aussi en interne. Donc le projet urbain s'est affiné et on a pu aider les élus à prendre des décisions pour préempter un nouveau terrain. Alors, une fois qu'on a travaillé sur la charte, on peut lancer les différents projets. Celui-là, on l'avait démarré un petit peu avant. C'est un des premiers projets qu'on a fait sur le PNU Île-Bruche. Donc, vous voyez, c'est une grande zone de nature. Vous avez les plans en dessous, avec 200 jardins familiaux. Et on avait des champs de maïs, 3 hectares de champs de maïs. Et on a pu discuter avec l'agriculteur qui voulait pas faire autre chose que du maïs. Du coup, on a repris les terrains qui appartenaient à la ville et on en a fait des jardins partagés. Donc, on a multiplié par 2 le nombre de jardiniers, puisqu'on a fait 5 jardins partagés à 40 jardiniers chacun. Redonner à cet espace, c'était pas un lieu où les gens se promenaient, les gens du quartier ne le connaissaient pas. Donc, on a sécurisé le bois, réouvert ces espaces avec très très peu d'aménagement. On a dépensé moins d'1 million d'euros sur ce secteur, c'était de l'ordre de 800 000 euros seulement. Donc on a, avec les habitants, travaillé sur un plan guide et vous avez les 4 étapes
de travail en mode collaboratif, en co-construction, avec une visite du site, une définition ensemble des enjeux et des objectifs, un dessin ensemble du projet et la présentation du projet retenu sur la base des dessins en février 2013. Donc en 4 étapes, on a défini le projet. Après, on a ouvert une nouvelle étape qui était la mise en route avec les chantiers, avec voilà, et le suivi. Donc on a un groupe d'acteurs qui s'intéressent à ce secteur-là et qu'on peut mobiliser dès qu'on a des choses à raconter. Donc on est rentré dans un processus long terme. On a 5 jardins partagés avec des gens du coup qui sont très présents sur l'espace central de ce secteur et qui font vivre une dynamique. Il y a toujours du monde, il y a des portes ouvertes. Voilà, c'est un espace maintenant qui est vécu et qui a été légèrement aménagé. Vous avez à droite, par exemple, le théâtre de verdure qui a mis en valeur un joli point de vue. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple, non, pour dire aussi que dans l'autre exemple à droite, là, vous avez l'initiative des 3 centres socioculturels. Donc, c'est pas la ville qui a voulu ce projet, c'est les centres socioculturels. Ça s'appelle le village des utopies. Et dans un secteur qu'on voulait valoriser, mais qui était pas attractif, on a pu travailler des masses sculptées avec un artiste, Fred Cohen, et qu'on a planté au cœur du parc naturel urbain Île-Bruche. Et donc, c'est un lieu d'animation, c'est un lieu approprié par les habitants aujourd'hui. À gauche, les images que vous avez, c'est des fêtes. Et en bas, un nouveau site aussi qu'on a aménagé entièrement en chantier participatif, avec que des matériaux végétaux. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le conseil des acteurs qui rassemble tout atelier confondu, les personnes intéressées par le développement du territoire. C'est d'avoir des temps festifs annuels. C'est des ateliers par projet, c'est systématiquement repartir en mode atelier le plus possible et le plus en amont possible. On a pas mal d'expériences d'agriculture urbaine, je vous en ai parlé. On a pu travailler une OAP sur le PNU Île-Bruche pour le PLU en mode participatif, c'est-à-dire, bon, ça intéresse pas grand monde, c'est difficile de travailler en mode participatif sur le PLU, mais on a eu quand même 3 personnes qui étaient assez engagées et qui ont assisté à 3 ateliers sur cette question-là. On a développé la Tour du Schlossel comme maison du parc naturel urbain. Et le PNU a également inspiré d'autres chantiers qui étaient menés par des collègues, comme la rénovation du camping, une nouvelle école PNU compatible. Et on est parti en écoquartier sur le secteur, sur l'Elzo, qui est un quartier en rue, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage à dominante paysagère. Et tout ça, c'est aussi grâce à l'influence du parc naturel urbain. Je vais passer cette diapo qui raconte un peu ce qui se passe en numérique. Et je voudrais donc, j'ai 2 diapos qui restent là. Voilà. Si vous pouvez les passer rapidement, qu'on puisse aussi avoir l'exemple de Lyon. Ouais. Chouette. Donc, c'est juste, ces 2 diapos, c'est surtout des conseils sur la manière de s'y prendre. Communiquer simplement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. S'appuyer sur les acteurs locaux, donner beaucoup de valeur aux acteurs locaux, accompagner et faire réussir les demandes des acteurs, pas forcément mener les projets de la collectivité, mais accompagner les acteurs, favoriser l'action collective, tout ce qui est chantier, notamment prendre en main les actions les plus ingrates, par exemple comme le nettoyage de printemps qui passe pas très bien auprès des associations, rester sur du pragmatique, du rustique, la multifonctionnalité, ce que j'appelle de l'acupuncture urbaine, et agir sur le temps long pour restaurer la confiance. Voilà. D'un côté, on encourage les initiatives locales et de l'autre, on encourage l'évolution des pratiques de gestion des services. Je ne vais pas dans le détail, mais c'est vraiment nécessaire pour avancer. Et puis, les enseignements du PNU en termes de ressources, d'autres partenaires qui ont travaillé avec nous, comme le CAUE, par exemple, pour décrypter la structure urbaine du PNU, ou l'agence d'urbanisme pour
l'OAP PNU Île-Bruges qu'on a pu joindre au plus. Ce qui est très important, c'est la posture pour aborder les acteurs et les rendre vraiment acteurs. Ça, c'est fondamental. Et puis, ce que je voudrais insister avant de finir sur le fait que cette démarche, elle facilite la prise de décision des élus en créant des conditions du débat et de l'appropriation des projets. En fait, les élus sont assez inquiets au démarrage d'adopter une méthode de ce type-là, mais finalement, ils peuvent être rapidement convaincus dans la mesure où la démarche s'engage et porte des fruits. Donc ça dépend, voilà, il faut vraiment que les élus soient partants, mais ils en tirent vraiment profit. Voilà. Bon, donc moi je vais vous parler du plan Canopé de la métropole de Lyon et surtout je vais focaliser sur les études et les projets liés aux questions de gouvernance. C'est un sujet qu'on a beaucoup étudié pour changer un petit peu la manière de travailler. Pendant longtemps, la collectivité, c'était plutôt le sachant qui réalise et on s'aperçoit aujourd'hui que si on veut passer d'une logique d'institution à une logique de territoire, il est nécessaire effectivement de changer de posture et de devenir plutôt dans un rôle d'accompagnant, de conseil, de facilitateur et pas simplement d'expert qui réalise. Alors donc la métropole, brièvement, donc c'est 59 communes autour de Lyon, 1 400 000 habitants et on intervient sur à peu près 300 000 arbres sur le territoire de la métropole, 100 000 arbres en alignement, 100 000 arbres dans des parcs et des propriétés de la métropole, et puis à peu près 100 000 arbres dans des boisements. Finalement, ça ne représente que 10% de la canopée, c'est-à-dire de l'ensemble des arbres du territoire. Alors, la question, effectivement, de l'arbre dans la ville, c'est un sujet très ancien. On a une histoire qui démarre véritablement au 19e siècle avec l'idée que la nature offre des solutions pour rendre la vie dans les métropoles plus vivable. Et on a un héritage du 19e siècle de parcs, de places plantées, de grandes avenues qui est très important. Malheureusement, au XXe siècle, cet héritage a été pas mal dégradé par une vision très fonctionnelle de l'aménagement de la ville. Et c'est la mobilisation des habitants à partir des années 80 qui a permis de repartir sur la redécouverte effectivement des vertus d'avoir un équilibre entre la ville et la nature et qui fait effectivement qu'on a des mouvements de balancier qu'on voit sur ces photos au fil des années. Alors, cette volonté des habitants d'améliorer le cadre de vie et de prendre en compte les enjeux d'environnement, ça s'est traduit par un certain nombre de démarches et de chartes au sein de la métropole. D'abord sur les questions d'écologie urbaine au début des années 90. Il s'agissait de prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques publiques du Grand Lyon. Et puis on a focalisé sur la question de l'arbre. L'arbre comme valeur symbole du retour de la nature en ville, puisque ça concerne toutes les autres strates de végétation. Et si la charte, la première charte de l'arbre de 2000 était vraiment centrée sur la métropole et sur ses compétences, et essentiellement d'ailleurs sur les arbres d'alignement, la deuxième charte qui a été élaborée entre 2007 et 2011 a été une charte qui a été co-construite avec déjà les acteurs du territoire, un dispositif partenarial de construction qui a duré plus de 2 ans et qui a mobilisé plus de 200 personnes qui étaient à la fois des élus, des agents des collectivités, mais aussi beaucoup d'associations, d'entreprises et d'autres acteurs du territoire. Alors, ces chartes, elles se sont construites notamment sur la redécouverte des services écosystémiques fournis par la nature en ville. On a beaucoup travaillé sur la littérature scientifique pour étayer et justifier l'idée effectivement d'investir dans la renaturation de la ville pour toute une série de bénéfices environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires.
Donc cette charte, elle était déjà un dispositif partenarial organisé autour de 8 principes, de recommandations pour passer à l'action. Alors, à partir notamment de la canicule de 2003, on a eu une réflexion complémentaire autour du plan climat sur la vulnérabilité du territoire face au changement climatique. Et ce qui est apparu, c'est que la question des îlots de chaleur, la question de la vulnérabilité sanitaire des populations face aux canicules était véritablement la principale vulnérabilité du territoire. Et donc, on a décidé quelque part d'hybrider les orientations de la charte de l'arbre avec les objectifs d'adaptation du plan climat. Et c'est de cette fusion, de cette réunion qu'est né le plan Canopé. L'idée du plan Canopé, c'est de fournir une réponse, un levier pour l'adaptation du territoire au changement climatique. Et ça se base notamment sur toute une série de résultats de recherche que l'on a menés sur le rôle de la végétation, sur le microclimat urbain et notamment sur le potentiel de rafraîchissement de la végétation et notamment des arbres en ville. Alors, la charte de l'arbre existe toujours, c'est pour nous la philosophie de base, ce qu'on appelle le volet éthique et partenarial. Ça nous sert toujours à rassembler les acteurs du territoire. Le plan Canopé se veut la déclinaison opérationnelle beaucoup plus pratique de cet objectif de renaturation et d'adaptation de la ville au changement climatique. Alors, cette logique du plan Canopé, c'est une logique qui essaye de s'appuyer sur les notions de foresterie urbaine qui sont notamment développées en Amérique du Nord, en Australie et dans certains pays d'Asie, qui consiste à considérer que tous les arbres d'un territoire urbain forment une forêt diffuse, parfois compacte, parfois éclatée, mais que l'on peut appréhender de manière globale en associant l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette canopée et en s'appuyant à la fois sur des connaissances scientifiques issues des sciences forestières, des sciences biologiques, mais comme on est en ville, il faut intégrer également des enjeux liés à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage, à la géographie. Et comme on est dans un territoire habité par des hommes, il faut aussi s'appuyer sur des connaissances liées aux sciences humaines comme la sociologie, l'anthropologie ou la psychologie. Alors, le travail sur la canopée, il s'est fait tout d'abord par un travail de caractérisation, c'est-à-dire d'analyse, où sont situés les arbres sur le territoire. Donc, on a fait une évaluation de la canopée de la métropole qui nous a donné quelques chiffres. 27% du territoire est couvert par l'ombre des arbres, ce qui représente 14 500 hectares du territoire, 2 à 3 millions d'arbres à peu près. Et deux grandes leçons sont sorties de cette analyse. Le premier, c'est que cette canopée, elle est majoritairement sur le domaine privé. 70% des arbres sont sur le domaine privé. La métropole n'en maîtrise en direct que 10%. Les 59 communes qui à peu près 10%, et les autres acteurs publics et les bailleurs sociaux à peu près 10%. Ce qui fait que si on souhaite adapter la ville aux enjeux liés à la qualité de l'air, au changement climatique, etc., par la renaturation, ça ne peut pas dépendre uniquement de l'action de la collectivité sur son propre domaine. On ne sera pas à la hauteur des enjeux de transformation du territoire. L'autre élément, d'où la nécessité de changer de posture et de mobiliser tous les acteurs de la société pour avoir une dynamique de territoire qui soit encouragée par la métropole, mais dont la métropole ne sera pas le seul acteur. L'autre élément aussi très important de cette analyse, c'est de quantifier effectivement un véritable déséquilibre territorial, une fracture environnementale entre l'Est et l'Ouest qui se traduit par beaucoup d'autres, ou qui s'accompagne de beaucoup d'autres écarts en termes de sanitaires, sociaux et environnementaux. D'où l'idée effectivement du plan Canopé, d'une part
de viser à augmenter la surface de canopée. L'objectif qu'on s'est donné, ce serait d'atteindre 30% en 2030, ce qui correspond à la plantation d'à peu près au minimum 300 000 arbres sur le territoire pendant cette période. Et l'objectif, c'est de réduire cette fracture territoriale en travaillant majoritairement sur les secteurs carencés et sur les communes où il y a le plus de besoins dans ce domaine. Alors l'idée du plan canopée, c'est pas uniquement l'arbre. L'arbre, c'est un petit peu la tête de gondole par rapport à cette question de la renaturation et de l'adaptation de la ville au changement climatique, mais cela concerne toutes les formes de végétation, à la fois sur l'espace public, sur l'espace privé et sur le bâti. C'est une approche complètement transdisciplinaire, puisque on a une réflexion qui s'interface avec toutes les politiques de la métropole et beaucoup d'activités des acteurs du territoire. Et puis ce plan, il se veut également multiscalaire. On travaille à toutes les échelles et on travaille de manière opportuniste pour essayer véritablement de trouver des possibilités d'agir rapidement et simplement sur le territoire, parce que l'enjeu d'adaptation de la ville, c'est un enjeu à très court terme. Les changements vont très vite et le temps de développement, notamment de l'arbre, c'est du temps long. Les arbres que l'on plante aujourd'hui seront efficaces que dans 20 ou 30 ans en termes d'efficacité de rafraîchissement. Alors, le plan canopée, je ne vais pas le détailler. On a 4 principaux axes qui se déclinent en 30 actions. Et le plan canopée, il travaille aussi, on parlait tout à l'heure du besoin de décloisonner les services. Le plan canopée, il n'est pas concurrentiel par rapport aux autres politiques, il est plutôt en interface. Et on a essayé d'avoir beaucoup d'actions qui soient co-construites avec d'autres plans stratégiques qui sont portés par la métropole. Ce plan canopée, si l'idée est venu en 2017 sur la réflexion sur l'adaptation au changement climatique du plan climat. On a eu peu de portage politique de cette démarche ces dernières années et du coup, on a eu le temps de faire un vrai travail de fond en termes de développement de cette stratégie qui nous a amené à faire beaucoup d'études, de benchmarks. Et aujourd'hui, on en arrive véritablement au moment de déploiement de cette stratégie avec un travail d'acculturation, de validation politique et puis d'invention de nouveaux dispositifs participatifs. Donc, je vais revenir à la fois sur les études qu'on a fait sur les questions de gouvernance, sur les résultats d'un benchmark international qu'on a fait sur les politiques de développement de la canopée de grandes villes mondiales, et puis sur ce qu'on appelait le Canopée Remix, qui est une démarche de marathon créatif pour essayer d'imaginer de nouvelles solutions de mobilisation de la société civile. Alors, le travail sur la gouvernance des forêts urbaines et périurbaines, on l'a fait en compilant beaucoup de données issues de programmes de recherche. Donc, il y a notamment un programme qui s'appelle Green Search, qui a été piloté par une université danoise, qui est un programme européen qui rassemblait 11 pays entre 2013 et 2017 et qui a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance autour des enjeux de nature en ville, de biodiversité et de développement d'une économie verte. Bien sûr, Nature for Cities, les premiers livrables nous ont aussi permis d'intégrer les enjeux que nous a présenté Marion tout à l'heure liés à la prise en compte de la gouvernance dans ce type de projet, puisque effectivement le développement de la canopée pour le rafraîchissement de la ville, on est au cœur effectivement des questions de solutions fondées sur la nature. On a beaucoup travaillé aussi à partir de documents publiés par la FAO. La FAO a un programme très important depuis des années de développement de connaissances sur la protection et le développement des forêts urbaines dans les grandes villes mondiales. Alors, voilà. Donc, la FAO recommande en particulier d'avoir une... Alors, j'étais un peu vite.
d'avoir une gouvernance mondiale, pour une gouvernance globale, pardon, pour la protection et le développement des forêts urbaines, qui intègre à la fois la gestion de toutes les infrastructures vertes d'une ville à différentes échelles et assurant différentes fonctions, qui englobe les arbres publics et privés, c'est-à-dire l'ensemble de la canopée que je vous ai décrite tout à l'heure, et qui soit basé sur des démarches participatives, locales, multi-échelles, et qui implique une diversité d'acteurs. Alors, pour cela, donc on a travaillé sur l'identification et le positionnement des acteurs. Donc, on peut identifier les acteurs en les classant avec, il y a différentes manières de classer les acteurs potentiels en fonction de leur statut et de leur rôle. On peut aussi essayer de voir comment ils peuvent être impliqués. Est-ce que c'est juste en étant informés? Est-ce que c'est de la consultation, de la concertation? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils sont codécisionnaires? Ou est-ce qu'ils sont carrément autonomes? Il y a des modèles de gouvernance qui permettent à des acteurs privés d'avoir une véritable autonomie d'action, y compris sur des domaines qui peuvent être publics. Alors, à partir de la compilation de toutes ces données, on a défini un petit peu la base de la classification des acteurs au sein de la métropole. Et à partir de cette classification, on a pu établir une cartographie qu'on a appliquée dans un premier temps aux acteurs signataires de la charte de l'arbre, qui est notre noyau dur d'acteurs. Donc, ça a permis effectivement de représenter l'ensemble de ces acteurs, de voir effectivement comment ils peuvent interagir entre eux, comment ils peuvent être impliqués ou intéressés par certains axes du plan canopée. Et puis, au-delà de ça, on a essayé d'établir ce travail de cartographie à l'ensemble des acteurs qui pourraient potentiellement être des partenaires du plan canopée. Donc là, on a véritablement augmenté la focale, puisqu'on n'était pas uniquement sur des gens qui étaient déjà intégrés au réseau, on a essayé de voir ceux qui pourraient être intégrés. Et là, on a défini à peu près 320 structures cibles. Et une des actions que l'on a aujourd'hui, ça va être justement d'aller sensibiliser ces acteurs pour essayer de faire en sorte qu'ils deviennent des partenaires acteurs du plan canopée. Alors, au-delà effectivement de la cartographie des acteurs, on a pas mal étudié aussi la question des modes de gouvernance, parce que donc c'était notamment le projet Green Search qui avait beaucoup travaillé sur différents modèles à partir d'exemples européens, mais je pense que Nature for Cities a fait une analyse assez semblable. Et en fait, on peut voir qu'il y a différents modes de gouvernance, ce qu'on appelle les approches non gouvernementales, qui sont vraiment des approches où les actions sont menées par des initiatives des habitants ou des initiatives d'organisations non gouvernementales ou d'associations qui mobilisent elles-mêmes des habitants pour des actions. Il y a des travaux qui sont basés sur le développement de réseaux. Et puis, il y a des approches que l'on qualifie de co-gouvernance, donc des partenariats qui sont plus ou moins formalisés, et puis des actions qui sont des approches qu'on dit gouvernementales ou de cogestion, c'est-à-dire on est toujours dans des logiques de gouvernance, c'est-à-dire d'implication des autres acteurs du territoire, mais là il s'agit par exemple, la dernière approche, c'est la collectivité qui finalement pilote les actions qui conduisent à mobiliser les acteurs du territoire. Alors, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est le petit graphique qui est à droite, c'est que chaque mode de gouvernance a des avantages et des inconvénients pour le développement de ce type de stratégie. La collectivité peut être plus ou moins impliquée selon ces types de gouvernance, mais s'il y a des actions qui fonctionnent bien sans avoir besoin d'assistance, pourquoi pas les laisser se développer de manière relativement libre. Et donc l'idée, c'est que ces différents modèles, ils sont complémentaires et ils peuvent coexister dans une stratégie globale. Et donc, ce qu'on essaye de voir aujourd'hui, c'est
autour de l'organisation d'une gouvernance globale du plan Canopé, comment on peut utiliser différents modes de gouvernance qui seraient pertinents pour certaines actions du plan Canopé. Il y en a certaines qui nécessiteront plus une implication et un portage par la collectivité, et d'autres sur lesquelles on souhaite au contraire que ce soit vraiment les habitants, les associations qui soient véritablement les moteurs et les décideurs presque uniques du projet. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase effectivement de finir d'identifier les acteurs et puis de voir effectivement selon les actions du plan Canopé, lesquelles nécessitent tel ou tel type de gouvernance pour pouvoir fonctionner. Alors, je vous ai parlé également d'un benchmark. On a travaillé sur une quarantaine de villes qui développent des stratégies autour du développement de la place de l'arbre et de la canopée en ville. Donc, il y a beaucoup notamment d'initiatives dans les villes américaines et canadiennes et australiennes. C'est véritablement là qu'il y a ces choses-là. Et du coup, on a essayé de voir quels étaient les exemples qui pouvaient nous inspirer. Alors, des exemples et des contre-exemples, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'essayer de comprendre aussi le contexte culturel. Il y a des choses qui peuvent marcher dans certains pays parce que les mentalités sont prêtes à accepter une certaine implication, par exemple, et un modèle qui marche quelque part ne marche pas forcément partout. Donc, il y a cette limite qui est à prendre en compte, effectivement, dans la manière dont on appréhende les exemples internationaux. Et alors, je dépasse, donc je vais arriver à la conclusion. Donc, ce travail sur le benchmark, vous pourrez le trouver, je vous mettrai le lien à la fin, mais il est très instructif en termes d'exemples qui ont fonctionné. Et ce travail de benchmark nous a permis de voir aussi comment les collectivités se positionnent par rapport à ces objectifs de développement de la canopée. Et puis, le dernier point que je voulais développer, c'est un travail de marathon créatif que l'on a fait ces dernières semaines, qui a consisté à rassembler des acteurs, alors malheureusement de manière virtuelle, parce qu'on n'a pas pu le faire en présentiel, donc des acteurs issus de milieux complètement différents, des scientifiques, des artistes, des designers, des associations, des techniciens, des élus. Donc on a 120 personnes qui ont participé à des ateliers sur 3 jours pour essayer d'imaginer des modèles de renaturation de la ville, de développement de la canopée, autour de défis, autour de différents axes. Ça a été très, très riche en termes de production, et aujourd'hui, on est en train de travailler sur la finalisation et la réorganisation de ces projets, et on est en train de travailler également sur la recherche de porteurs pour ces projets qui peuvent être des porteurs associatifs, des coopératives, des maisons de quartier qui souhaitent effectivement développer ces actions. Et du coup, aujourd'hui, ça nous ouvre la piste effectivement de nouveaux outils qui vont nous permettre de démultiplier cette volonté de renaturer la métropole. Voilà, je m'arrête là. Et puis là, vous avez un certain nombre de liens vers des blogs où on trouve des documents sur la charte de l'arbre et le plan canopé, et puis sur la démarche de Canopé Remix que l'on a fait avec le laboratoire Erasme de la métropole. Voilà, j'arrête. Excusez-moi d'avoir peut-être un peu débordé. Merci beaucoup Frédéric, c'était très intéressant, tout comme la présentation de Béatrice. Il y a une première question qui était: comment est-ce que vous travaillez pour mobiliser largement les habitants du territoire et pas seulement les plus convaincus et sensibles au sujet de la nature? Alors je commence. C'est le challenge. Effectivement, on a un noyau dur de convaincus, et puis il faut changer de média. C'est là effectivement que peut-être toute la créativité, et c'est ça l'intérêt par exemple de cette démarche de Canopé Remix, ça nous a permis d'accéder à d'autres réseaux et via ces réseaux effectivement de démultiplier
la possibilité de sensibiliser les gens. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un vrai travail de communication, une vraie stratégie de communication qui doit être organisée pour pouvoir toucher un public très large. Moi, je crois que ce qui est plus important pour nous, ça a été de mobiliser des acteurs intermédiaires qui ont mobilisé leurs propres acteurs à eux. En fait, en tant que ville de Strasbourg, on peut pas toucher tout le monde si facilement, c'est pas si simple. Donc c'est progressif, c'est un effet boule de neige. Et le tout est que les gens trouvent du plaisir dans la démarche et du coup ils en parlent et ils avancent. Donc c'est vraiment une démarche de contagion. Une des petites questions techniques pour Frédéric. Est-ce que le benchmark que vous avez réalisé sur l'ensemble des villes est disponible quelque part ou est-ce il reste en interne à la ville de Lyon? Non, il est sur le blog dont je vous ai mis le lien et il est disponible à tous depuis 2 ans. Quelle est la suite pour vous? Quels sont vos espoirs pour une gouvernance encore plus inclusive et participative, peut-être en 2 phrases? Chez nous, ce qui est clair, c'est la nouvelle municipalité qui s'engage beaucoup plus qu'avant sur le parc naturel urbain, à nouveau. Et du coup, il va y avoir une démultiplication. On envisage même un nouveau PNU dès maintenant. Donc, il y aura une redynamisation sur un des secteurs qui est un petit peu moins engagé, et puis éventuellement une extension. Et au niveau de la métropole de Lyon, on en est effectivement à la définition des objectifs et des moyens pour le plan de mandat. Et du coup, aujourd'hui, si vous voulez, on a 30 ans de recul sur le développement d'une politique de développement de la nature et de l'arbre dans la ville, sur la métropole. Mais si on veut aller aux ambitions qui ont été affichées sur le plan Canopé, effectivement, on attend des décisions en termes de moyens, notamment d'animation, qui aujourd'hui n'existent pas véritablement. D'accord, merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ces exemples très intéressants. Merci à tous les participants pour votre présence ce matin. Et on vous incite à vous inscrire au prochain petit déjeuner sur les solutions fondées sur la nature qui seront sur les modèles d'affaires et sources de financement, puis sur une présentation pour le dernier qui aura lieu en février de tous les outils en fait de Nature for Cities et comment ils peuvent vous aider sur les différentes thématiques qu'on aura balayées au fur et à mesure de ces petits déjeuners. En tout cas, merci encore à nos 2 intervenants du jour et je vous souhaite une bonne journée suite à ce petit déjeuner matinal. À très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci, au revoir.